À la une ce soir. Je suis très contente qu'on dépose le projet de loi inspiré de la loi de Claire. C'est important qu'on intervienne. Violence faite aux femmes. Québec dépose son projet de loi Gaby Renaud. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une maille de plus à un filet qu'on a mis en place. Mais ça ne sera jamais terminé, la lutte contre la violence conjugale. Intention de vote, égalité pour le Parti québécois et le Parti libéral. Et un nouveau souffle pour la CAQ. On demeure le parti préféré des Québécois, en tête des sondages. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une lutte à deux. Je pense que la CAQ se disqualifie. Et le président Trump reçu en grande pompe à Pékin, un sommet qui pourrait prendre des allures de duel entre les deux puissances. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Gaby Renaud avait 43 ans. Elle était mère de 2 enfants. En septembre dernier, elle a été retrouvée sans vie dans son logement de Saint-Jérôme. C'est son ex-conjoint qui lui aurait enlevé la vie. Un homme qui traîne un très lourd passé judiciaire. Il avait été arrêté une bonne trentaine de fois et condamné aussi 6 fois pour violence conjugale. Donc, le meurtre était, selon ses proches, le meurtre de Gaby était évitable. Le projet de loi demandé en son nom a été déposé par le gouvernement aujourd'hui. Son adoption permettrait à une personne à risque, comme l'était Gaby, d'obtenir les antécédents de violence d'un partenaire intime. Je retrouve Laurence à Québec. Laurence, d'abord, explique-nous comment ça pourrait fonctionner. Oui, en fait, cette loi-là, elle permettrait à une personne d'avoir des informations sur les antécédents de son partenaire intime. Donc ça, c'est beaucoup plus large que le terme conjoint. Donc pas besoin de cohabiter, ni même d'avoir une relation sérieuse avec cette personne-là. Ça inclut même la période là, de rupture, post-relation aussi. Par contre, pour faire une demande, il faudrait être considéré comme une personne à risque. On nous dit que ça va viser assez large, mais ce qu'on veut éviter, c'est le magasinage de partenaires, là, de demander les antécédents de tout le monde qu'on va swiper sur Tinder, par exemple. Donc, pour faire une demande, il faudra remplir un formulaire soit sur le site Internet de la SQ, directement dans une centrale de police. Par contre, c'est un organisme communautaire qui sera chargé de rencontrer le demandeur, de lui donner l'information qui sera récoltée et sélectionnée par la SQ et accompagner cette personne-là au besoin, là, par exemple, dans un processus de séparation. Maintenant, quel genre d'informations on va pouvoir obtenir? C'est les informations qui sont pertinentes pour se protéger de son partenaire intime. Par contre, on va beaucoup plus loin que les antécédents judiciaires. Là. Par exemple, on pourrait avoir accès à des rapports d'événements de la police, des appels au 911 aussi. Tout ça sera laissé à la discrétion des policiers de la SQ. Vous savez que toute personne peut se rendre dans un palais de justice et aller chercher le plumitif, c'est pas ça qu'on vous offre aujourd'hui. Alors, est-ce que, là, on pourrait partir dans plusieurs exemples, est-ce qu'un vol, il y a de ça 20 ans, pourrait se retrouver dans l'information qu'on va donner? Est-ce qu'un crime à caractère, je peux vous dire, plus économique, mais impliquant des femmes à répétition, pourrait se retrouver là-dedans? Les policiers vont chercher l'information dans leur banque de données. Il y en a plusieurs. Laurence, il y a des proches de Gaby Renaud qui étaient présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien évidemment, ils saluent le dépôt de ce projet de loi-là. Par contre, ils espèrent qu'on ne va pas en arrêter là et qu'on va continuer de faire des démarches pour protéger les femmes de leurs partenaires violents. Et surtout, ils espèrent que cette loi-là va officiellement s'appeler la loi Gaby Renaud. Nous souhaitons que cette loi porte officiellement le nom de la loi Gaby Renaud. Parce que ma sœur représente malheureusement beaucoup trop de Québécoises qui ont perdu la vie aux mains d'hommes violents et récidivistes. Et aujourd'hui, je refuse qu'on l'oublie. Je refuse qu'on détourne le regard. Je refuse qu'une autre famille vive ce cauchemar dans le silence. Pour ma sœur, pour ses enfants et pour toutes les femmes du Québec. Son nom devient aujourd'hui un symbole d'espoir, de courage, de justice et de changement. Gaby, on pense à toi. D'ailleurs, Laurence, on reçoit un petit peu plus tard la sœur de Gaby Renaud. Dans un autre ordre d'idée, un sondage commandé par la presse qui révèle que le Parti québécois et le Parti libéral sont nez à nez là, dans les intentions de vote. Oui, tout à fait. Toutes les deux récoltent en ce moment 30 des intentions de vote des électeurs. Il y a la CAQ aussi qui est en train de remonter dans les sondages. On peut se demander si c'est l'effet Christine Fréchette. Et pendant ce temps-là, QS continue de baisser dans les sondages. Je vous invite à écouter les réactions. Je suis
optimiste et confiant à l'effet que nos priorités sont les bonnes puis que le message va percoler. Je sais aussi que la campagne va permettre à notre chef, Ruba Gazal, de se faire voir, de se démarquer. Il y a des nouvelles encourageantes pour nous dans celui-ci. On demeure le parti préféré des Québécois, en tête des sondages. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une lutte à deux. Je pense que la CAQ se disqualifie au niveau de l'économie, au niveau de la prestation des services publics. Mais bon, tout ça peut encore bouger très vite d'ici les élections qui sont en octobre. Merci beaucoup, Laurence. Le président Trump participe à un sommet en Chine, presque 10 ans qui se sont écoulés depuis sa dernière visite. Depuis, on peut dire que la géopolitique a beaucoup changé, évolué, Marie-Claude. Malgré les tensions mondiales, le président Trump a été reçu en grande pompe. Oui, accueil en grande pompe avec un tapis rouge, avec la garde aussi royale qui était sur place pour accueillir Donald Trump dans un contexte où les enjeux mondiaux sont extrêmement importants. C'est quand même un sommet entre les hommes les plus puissants de la planète, Marie-Christine. Les deux dirigeants des plus grandes puissance. Donc, on est dans un contexte de guerre en Iran, de menaces d'invasion aussi de Taïwan par la Chine et de la guerre, bien sûr, commerciale, notamment entre la Chine et les États-Unis et les autres pays. Donc, la dernière visite d'un président américain, c'est il y a 9 ans, c'est en 2017. C'était alors aussi Donald Trump dans un premier mandat, mais oui, les choses ont beaucoup évolué depuis ce temps-là. On voit d'ailleurs l'arrivée de Donald Trump en débarquant de Air Force One. Air Force One, oui, il est accompagné d'hommes d'affaires américains, riches hommes d'affaires. On pense à Elon Musk, patron de SpaceX, de Tesla, aussi ceux d'Apple, de Boeing. Il a d'ailleurs publié sur X aujourd'hui, M. Trump, qu'il allait demander au président Xi, un président hors pair, son lui, d'ouvrir la Chine pour que les personnes brillantes comme ces hommes là, puissent contribuer à hisser la République populaire de Chine à un niveau encore supérieur. Alors, Donald Trump veut vraiment que la Chine ouvre son marché aux entreprises américaines, espère bien sûr faire des deals pour parler comme lui, entre autres pour exporter plus de produits agricoles, la vente d'appareils de Boeing, peut-être même signer des ententes en matière de terres rares, un marché qui est dominé par la Chine, mais terres rares qui sont nécessaires, entre autres, dans la fabrication de matériel militaire, de nos cellulaires aussi. Le dirigeant chinois qui se dit prêt... Menu, hein? Oui, il y a beaucoup de stock, comme on dirait, Marie-Christine. Le dirigeant chinois qui se dit prêt aussi à trouver des façons de s'entendre, de régler certaines discordes. Il faut dire que la guerre en Iran et la situation dans le détroit d'Ormuz, bien ça reste au cœur des discussions. Oui, alors que Donald Trump est au plus bas dans les sondages, que les Américains payent 40 plus cher leur essence, leur pétrole depuis le début de la guerre. Et là, le président aimerait bien que Xi Jinping puisse mettre un peu de pression sur l'Iran parce que la Chine, c'est un grand partenaire d'affaires de l'Iran, partenaire stratégique qui importe du pétrole iranien. Le blocus du détroit d'Ormuz fait mal, donc régler ce conflit-là, eh bien, ça serait une bonne affaire pour tout le monde, pense Donald Trump. Oui, Taïwan et d'autres pays d'Asie suivent, bien sûr, de près ce sommet. Ouais, parce que depuis longtemps, la Chine menace donc d'envahir Taïwan, disant que c'est un territoire qui lui appartient. La Chine qui aimerait bien que Donald Trump cesse de vendre de l'armement, d'ailleurs, à Taïwan. Il y a eu une grosse transaction. On parle de 11 milliards de dollars. Pour l'instant, les armes n'ont pas été livrées, d'être donc au menu des discussions. On suit ça de près. Merci. À Montréal, le CPE, le Petit Palais, sera relocalisé d'ici le 1er juin au grand soulagement de nombreux parents. D'ailleurs, notre collègue Véronique Dubé vous en parlait déjà en 2023. La présence de sans-abri près de ces installations-là était un enjeu en plein quartier chinois. La garderie va donc aménager dans le local situé dans un ancien CPE réservé aux employés de la Banque nationale. Elliott Tremblay. Je suis au centre-ville de Montréal, juste à côté du Palais des Congrès. Et derrière moi, il y a une garderie. Mais plus pour longtemps. Le CPE, le Petit Palais, va enfin déménager. Le problème, c'est qu'il est situé à un endroit où on retrouve beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Bien, c'est l'environnement, on est entouré quand même d'une clientèle itinérante, désorganisée, violente, qui consomme. Puis, de par le bâtiment, de la façon que c'est fait aussi, il y a beaucoup d'alcôve. Alors, les gens pouvaient s'y cacher pour vaquer à plein de choses qui n'est pas super plaisant pour les enfants. Ma collègue Véronique Dubé était allée visiter le CPE en 2023. Elle avait appris à ce moment-là que quelqu'un s'était déjà masturbé à côté d'une fenêtre de la garderie. Ici, ça se passe souvent. OK. C'est ici qu'on était témoin d'une masturbation devant des enfants de 18 mois. D'autres se servaient du bâtiment comme une salle de bain et évidemment, il y avait beaucoup de consommation autour de la garderie. Une situation qui inquiétait beaucoup les parents.
En envoyant nos enfants dans une garderie de centre-ville, on s'attend clairement à ce qu'on soit exposés, que nos enfants soient exposés. Mais à ce niveau-là, non. Si on m'en demandait qu'est-ce que moi je souhaiterais, évidemment, ce serait une relocalisation dans un endroit qui est plus sain pour des enfants. Ça doit être tout un soulagement pour vous, pour les parents aussi, j'imagine? Oui, on est très contents. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaille fort pour être relocalisés, pour offrir aux enfants un environnement calme, sécuritaire et agréable, surtout. Et à cet endroit-là, c'était pas le cas. Les éducatrices avaient besoin de l'aide des policiers pour aller prendre une marche avec les enfants. Un problème qui sera réglé avec le déménagement. Bien, la nouvelle emplacement, la cour, elle est plus grande, avec des clôtures plus hautes. Alors, donc, pas accessible avec des bras qui peuvent passer par-dessus. Et puis, entouré d'espaces verts. Le déménagement du CPE devra se faire en une fin de semaine seulement, ce qui sera un défi en soi. Et pour financer la relocalisation, la direction de la garderie organise un événement de course à pied. On fait une course, que les parents pouvaient s'inscrire, ils prenaient des dons, puis la famille peut venir. On est à peu près 120. On a ramassé quand même un bon petit montant pour payer le déménagement. La ministre de la Famille, Catherine Blouin, se réjouit elle aussi de cette nouvelle. Elle nous a écrit « Le CPE Le Petit Palais peut désormais profiter d'un nouveau local mieux adapté à ses besoins, et ce, dans le respect des règles budgétaires. » C'est une excellente nouvelle. Le déménagement va se faire le 1er juin, au grand plaisir des éducatrices, des parents et des enfants. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire maintenant, 8 nouvelles accusations attendent le fugitif Al Boivin. Le mandat d'arrestation daté du 24 avril a été décelé ce matin. Le Saguenéen est en cavale depuis plus de 3 ans. Il est soupçonné de diriger donc un gang qui serait en conflit avec le groupe criminel de Québec, Blood Family Mafia. Al Boivin ferait face aux mêmes accusations que celles du chef présumé du BFM, Dave Pic-Turmel, dont l'extradition de l'Italie vient d'être annulée. En Estrie, maintenant, le CIUS doit composer avec un roulement de ses intervenants spécialisés en pacification et sécurité. En moyenne, 1 sur 4 quitte son emploi au centre de réadaptation pour jeunes en difficulté. Alexandra Paré met en lumière ces travailleurs essentiels au site de Val-du-Lac. C'est sûr qu'on peut vivre du stress aussi par rapport à la gravité des interventions. Il y a une portion de notre population, de nos ISPS, qui sont des gens qui étudient en technique policière ou qui attendent d'aller à Nicolet ou qui attendent un poste, qui fait qu'ils amènent un roulement. Mais on a quand même des ISPS qui sont avec nous depuis quand même plusieurs années. Parle-moi un peu de vos journées. On peut aller de la simple participation aux activités, comme on peut aller pour la pacification quand il y a une crise, il y a une certaine détresse sur certains de nos jeunes. Fait que c'est de s'adapter à ça. C'est souvent ça la plus grosse difficulté. Pour intervenir, ça nous prend des outils. On a nos gants d'intervention, qui sont des gants de cuir avec du Kevlar à l'intérieur. Si jamais l'usager avec qui on intervient avait des objets coupants. Je ne vous cacherai pas aussi qu'on a une paire de menottes pour les ISPS qui sont formés. Pour pouvoir avoir sur nous des menottes et les appliquer, ça prend une formation. Puis on comprend que c'est vraiment dans du dernier recours. Qu'est-ce que vous rencontrez comme défi dans justement la rétention du personnel face à la difficulté de cet emploi-là? C'est un travail qui est quand même difficile au plan émotif. Donc, c'est pas donné à tout le monde de travailler auprès de cette clientèle-là. On a développé des grilles d'entrevue qui nous permettent d'aller vraiment cibler des compétences qui vont faire en sorte que ces gens-là sont beaucoup plus à l'aise de travailler avec la clientèle des jeunes en difficulté, puis de l'accompagnement au niveau émotif également. Tu vas nous faire une démonstration. C'est moi qui est volontaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais procéder à un amener au sol. Si un jeune se débattait ou essayait de me frapper, c'est comme ça qu'on va intervenir. Fait que dans un premier étape, je vais immobiliser le jeune en m'assurant que je suis en sécurité. Par la suite, je vais descendre au sol. Fait que dans un premier temps, je vais reculer, je vais faire un pas et je vais tourner face au sol. C'est à ce moment-là que mon partenaire va arriver. C'est là qu'on va aller chercher les bras, qu'on va aller positionner l'usager en position de croix. Là, j'ai pas mal, mais je peux pas bouger. Qu'est-ce qui te passionne par ton emploi? C'est le fait de travailler avec des jeunes, c'est le fait d'y croire à ces jeunes-là, malgré leurs difficultés puis leur
passer, malgré leur jeune âge, bien, c'est d'y croire, en fait. Participer en quelque sorte à leur évolution? Du mieux qu'on peut, du moins, oui, absolument. Au total, 119 ISPS travaillent au centre de réadaptation pour jeunes en difficulté auprès de 136 jeunes. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Des accidents vasculaires cérébraux, on le sait, ça peut arriver à tout le monde, mais on apprend qu'il y a une lueur d'espoir pour ceux atteints de la forme la plus grave, l'hémorragie cérébrale aiguë. Plusieurs patients d'ici ont pu participer à un essai clinique international qui mise sur la rapidité d'action. Lily Mercure a rencontré un des bénéficiaires. C'est tout arrivé tout vite, comme ça. Je faisais le clavier, mon doigt, ça fait comme ça. J'étais comme... Ça tombait. Le 25 novembre dernier, Shandarajan Santalingan a subi une hémorragie cérébrale aiguë à son travail. C'est une forme d'AVC très grave. J'avais des douleurs sur les pieds que je ne pouvais plus bouger. Les doigts, ça a commencé de... je ne pouvais plus le contrôler. La face, ça faisait un peu comme je ne pouvais pas le sentir. Tout à coup, je sentais que j'avais un AVC. J'étais rentré au CHUM dans 45 minutes. J'avais assez de temps de pas saigner trop. Vous avez reconnu les signes, là, vous saviez que c'était quoi? OK. Par chance, une semaine avant l'AVC, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Une fois au CHUM, l'homme de 34 ans est éligible à un essai clinique. Il est pris en charge par la docteure Laura Joya, neurologue vasculaire. Le risque imminent, c'est qu'il y a une croissance d'hématomes. C'est sûr qu'il y a des dommages qui sont créés par l'hématome initial, mais le danger, c'est que ça augmente. Puis quand ça augmente, ça peut être, comme on dit, une avalanche. Donc, ça peut avoir une augmentation tellement importante que ça peut mettre la vie en risque. J'étais contente que monsieur ait été éligible à l'étude parce que on avait une chance de lui possiblement donner un traitement efficace pour l'aider. Le CHU de Québec et le CHUM participent à cet essai clinique international qui cible les patients dans les 2 premières heures après le début de l'AVC. Si les résultats de l'essai nommé FAST-TEST sont concluants, il s'agirait du tout premier médicament efficace pour traiter les AVC de type hémorragie cérébrale. Actuellement, nous avons un médicament à l'étude qui s'appelle un facteur 7 recombiné. En fait, c'est une copie synthétique d'une protéine que nous produisons dans notre corps. Donc, dès qu'on se blesse ou il y a une coupure, évidemment, il y a une cascade de coagulation qui se fait qu'on va chromater la brèche. Donc, le facteur 7, c'est la protéine qui va déclencher le processus. En fait, il va déclencher la réaction en chaîne comme une série de dominos pour amener plusieurs protéines ensemble pour enfin créer un caillot qui va chromater la brèche. Puisque les participants sont répartis de façon aléatoire, il est impossible de savoir si les bénéfices sur le patient sont dus au médicament ou à l'effet placebo avant la fin de l'étude. Puis qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pu participer à cette étude clinique-là? Ça a sauvé la vie. Je voulais pas faire l'opération. C'était pas une option pour moi. Des mauvaises habitudes de vie combinées à de l'hypertension auraient pu causer l'AVC de Shandaraja Santalingan, qui est toujours en réadaptation d'ailleurs. Si vous n'êtes pas positif, la progression ne va pas commencer. Parce que c'est tout ici. So, si toi, tu penses que « oh, je suis fini », non. Tout est possible. Ah bon? C'est Marc-Antoine qui est en Estrie, Sarah-Léa à Saguenay, mais je commence d'abord en Mauricie. Coralie, la Fédération des enseignants affiliés à la CSN a manifesté devant le bureau de Jean Boulet à Trois-Rivières. Ils étaient plus de 200 aujourd'hui devant les bureaux de Jean Boulet. D'ailleurs, les manifestations sont de plus en plus fréquentes devant les bureaux du ministre du Travail. Ces quelques 200 personnes étaient réunies pour le Conseil fédéral de la Mauricie qui avait lieu à l'Hôtel Delta toute la journée. Mais aujourd'hui, c'est au tour du syndicat de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec. Ils réclament notamment de meilleures conditions dans leur milieu de travail et ils dénoncent le sous-financement dans les écoles, dans les cégeps, mais aussi dans les universités de la province. Ils demandent au gouvernement un recul sur les projets de loi qui réduisent les pouvoirs des syndicats et restreint le droit de manifester. De plus, ils dénoncent le manque d'écoute du ministre du Travail. Selon eux, Jean Boulet ne considère pas les préoccupations des travailleurs qu'il est supposé représenter.
C'est une dizaine de projets de loi qui ont été déposés dans la dernière année qui portent atteinte aux droits de la population, aux droits des minorités, aux droits de syndicaux. C'est aussi des mesures d'austérité, des compressions budgétaires. Juste dans les cégeps en 2025-2026, c'est 151 millions de coupures. C'est pas parce qu'on fait semblant d'aller à l'Assemblée nationale et d'écouter les personnes. Des fois, on les écoute pas à moitié avant d'adopter quand même ces projets de loi qu'il y a un réel dialogue. C'est totalement faux. Présentement, M. Boulay va de l'avant, a son plan déjà écrit et il n'y a aucun dialogue présentement. Une autre manifestation avait d'ailleurs lieu aujourd'hui à Québec devant l'Assemblée nationale et dans le même but de dénoncer le sous-financement dans les écoles de la province. Merci beaucoup, Coralie. Dans Sarah-Léa, la productivité des PME n'aura jamais été aussi faible dans les 5 dernières années. En effet, c'est ce que révèle le plus récent baromètre industriel québécois dont la 17e édition a été publiée mardi. Les raisons à cette baisse de productivité, on dénote notamment les tarifs américains, le conflit en Iran et la main-d'œuvre. D'après le sondage, les droits de douane ont eu des effets négatifs sur 4 PME manufacturières sur 5. Le bilan fait aussi état d'une baisse de rentabilité qui s'est fait ressentir dans les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et du bois d'œuvre, principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également dans quelques autres régions du Québec. J'ai pu m'entretenir avec le PDG du réseau Sous-traitance industrielle Québec, Richard Blanchette, un peu plus tôt aujourd'hui à ce sujet. On contacte 500 PME manufacturières d'un peu partout au Québec, dans plusieurs sous-secteurs manufacturiers. Donc, ce qui ressort cette année, c'est que, bon, on le sait qu'on a un retard de productivité au Québec, donc par rapport au Canada. On sait que les exportations au sud de la frontière ont baissé, entre autres pour le secteur de la transformation de l'aluminium, et c'est même pire que c'était. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la rentabilité des entreprises en est affectée. Les gens ont l'intention de faire beaucoup d'efforts pour démarcher des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Également, donc, améliorer leur productivité, là, ça sort en tête de liste. Les données ont d'ailleurs été présentées dans le cadre de l'événement Horizon Aluminium 2026 qui se déroulait du côté de l'hôtel Delta à Saguenay. Jusqu'à vendredi, d'ailleurs, le nouveau baromètre qui sera aussi exposé par M. Richard Blanchette du côté de Lévis demain. Merci, Sarah-Léa. Marc-Antoine, maintenant, l'usine Bestar de Lac-Mégantic qui reprend ses activités, 2 semaines après l'annonce de sa fermeture? Oui, exactement. C'est un soupir de soulagement, Marie-Christine, pour les 157 employés du fabricant de meubles Bestar à Lac-Mégantic. La proposition, donc, des nouveaux acquéreurs, dont Mario Baudouin de MB Capital fait partie, a été acceptée au palais de justice de Lac-Mégantic devant la Cour supérieure ce matin. Le petit-fils du fondateur de Bestar, Martin Tardy, fait partie des nouveaux acquéreurs. Et dès mardi prochain, les activités reprendront donc graduellement à l'usine de Lac-Mégantic. Et sur les réseaux sociaux, les gens se réjouissent. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a même mentionné sur une publication Facebook qu'elle était fière. C'est le résultat concret d'une mobilisation collective, a-t-elle écrit. Puis le député de Mégantic, l'érable Lobinière, Luc Berthold, a également félicité les nouveaux propriétaires. Il y a une appartenance à cette entreprise-là. C'est eux qui l'ont vu évoluer avec les années. Moi, je trouve ça très émouvant lundi quand j'ai rencontré les employés. J'ai dit, quand je l'ai vu il y a 2 semaines, les gens avaient les larmes aux yeux, mais aujourd'hui, ils avaient le sourire d'en face. Il fallait prendre le temps de faire les affaires correctement, puis je pense que tout le monde a travaillé pour redémarrer cette usine-là, autant nous syndicalement que le groupe Amario B. Dès demain, les membres de la direction se réunissent pour débuter la relance. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Violence faite aux femmes. Québec dépose son projet de loi. Gaby Renault, le commentaire de Yves Boisvert. Des travailleuses du sexe menacent de faire la grève pendant la fin de semaine du Grand Prix. Et la victoire de Montréal a rendez-vous avec la charge d'Ottawa en finale des séries de la LPHF. Donc, on peut parler d'une étape importante dans la lutte contre la violence conjugale qui a été franchie aujourd'hui avec le dépôt de ce projet de loi Gaby Renault à Québec. Et pour en parler, je joins la sœur de Gaby Renault, Rachel Renault. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Tout d'abord, Madame Renault, bravo pour votre courage. C'est un combat que vous menez depuis le décès de votre sœur. Quelle émotion vous habite aujourd'hui? De la gratitude envers tous les partis politiques présentement qui ont travaillé en équipe
pour déposer cette loi et surtout de s'assurer qu'elle sera mise devant avant que la session soit terminée, qu'elle soit fonctionnelle. Là. C'est une forme de victoire, oui, pour vous, mais toutes les femmes du Québec, bien entendu. Est-ce que vous jugez que ce projet de loi-là va assez loin? C'est un pas vers l'avant. C'est surtout de la prévention, parce qu'on s'entend que les femmes qui vivent déjà dans des situations de violence conjugale présentement, ils sont déjà dedans. Donc, c'est pas quelque chose qui va les aider plus loin. Mais il faut, oui, vraiment aller plus loin, que ce soit au niveau des maisons d'hébergement pour les femmes, que enfin la loi C-16 aussi au niveau du Code criminel du Canada soit appliquée. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Il y a eu plusieurs sessions à la Chambre des communes déjà, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place aussi, mais beaucoup de prévention aussi au niveau des jeunes, au niveau de la société et tout ça. Là. Oui, davantage de sensibilisation, c'est important. Il faut rappeler aussi que dans le cas de votre sœur, elle le savait que son conjoint avait des antécédents en matière de violence conjugale, mais il faut dire qu'il manque aussi de ressources au Québec, vous le disiez, pour aider les femmes à se sortir de cette spirale-là qu'est la violence conjugale. Oui, exactement, parce que si on regarde présentement, je pense que dans la région métropolitaine, c'est 50% des femmes qui vont contacter SOS Violence conjugale n'auront pas de place en maison d'hébergement et ça peut être encore pire en région. Donc, il y a un manque de ressources à ce niveau-là, que ce soit autant de places que d'intervenantes, intervenants au niveau des maisons d'hébergement. Il y a un manque au niveau aussi des fonds pour aider les femmes. Donc, il y a beaucoup de délais administratifs, donc que ce soit pour l'IVAC. Souvent, les femmes se retrouvent sans revenus. Ça peut prendre 3 à 6 mois avant que leur demande soit acceptée. Donc, au niveau de la peur de se retrouver à la rue et tout ça, des fois, vont les empêcher de quitter, donc de tout perdre et tout ça. Donc, c'est très difficile pour ces femmes-là. C'est difficile pour les femmes victimes, mais également pour les proches. Vous êtes bien placés pour en parler. C'est pas évident quand on voit une femme qui est victime de violence conjugale et qui n'arrive pas à s'en sortir. Non, exactement aussi, parce que moi, j'avais envoyé l'article que Geneviève Peterson avait écrit au niveau de Nancy Boucher, qui est l'ex de l'accusé. Puis, ma sœur me disait « Ah non, c'est pas mon chum, c'est juste un ami, on fait juste se voir une fois de temps en temps. » Donc, nous, elle nous cachait, la famille, qu'elle était en couple avec lui. Puis c'est juste qu'au moment où elle m'a appelée en pleurs et en panique parce que l'accusé l'avait battue et elle avait besoin de mon soutien. Mais j'ai essayé de la soudoyer, de dire « Je suis arrêtée de te parler si tu retournes avec » et tout ça. Ça a pris, je pense, 2 jours à être retournée avec. Oui, donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on parle, bien sûr, d'une spirale quand on parle de violence conjugale. C'est pas évident de s'en sortir. Madame Renaud, bravo encore et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Non, c'est pas évident pour ces femmes-là de s'en sortir, mais avec cette loi là, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui va certainement l'être prochainement, ça va peut-être augmenter un peu le sentiment de sécurité aussi pour les femmes. Oui, en partie. Évidemment, ça règle. C'est loin de régler tous les problèmes, mais ça permet d'avoir des informations sur l'homme avec qui on est en couple. Oui, parce que là, c'est possible quand même en ce moment en allant sur la plateforme Socige pour aller voir les antécédents, mais c'est pas simple nécessairement. C'est pas simple, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, et puis c'est pas tout le monde non plus qui, après une première rencontre, se met à fouiller dans les dossiers judiciaires. Et ça en dit long aussi sur la façon dont on entre en contact maintenant. Donc, je sais pas, moi, il y a 100 ans, c'était quelqu'un de ton village et quelqu'un que tu connaissais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence conjugale aussi. Et donc, comme disait Mme Renaud, il y a des gens qui savent ce qui est arrivé avant à l'homme avec qui elles sont. Qui le vivent aussi, puis qui ne sont pas capables de s'en sortir. Voilà, et c'est souvent des manipulateurs, et c'est souvent des gens qui font croire toutes sortes de choses. Et donc, ce n'est qu'une partie de la solution, mais c'est déjà ça. Ça permet au moins d'avoir des informations si par exemple, l'homme nie qu'il a déjà été condamné ou accusé. Maintenant,
dans tous ces cas-là, qui sont tous un peu différents, ils ont en commun une chose, c'est que c'est des hommes qui ont qui veulent ce qu'on appelle un contrôle coercitif. Ouais. C'est des hommes qui n'acceptent pas souvent d'être laissés ou qui sont hyper jaloux. Et c'est là le nœud de l'affaire. Et ça aussi va devenir un crime à Ottawa. Le projet de loi est là sur le contrôle coercitif. Et ensuite, bien, il faut des ressources pour se cacher, pour se protéger d'un homme violent. Et il en faut aussi pour les hommes violents, pour faire de la désescalade. Et ça existe également. Donc, c'est pas un sujet qu'on va régler d'un seul coup avec une loi. Non, mais c'est un pas de plus dans la bonne direction. Absolument. Et j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit publiquement qu'il craignait d'être espionné par Ottawa. Bon. Simon Jolin Barrette lui a plus ou moins donné raison en disant qu'il y a des raisons peut-être de croire qu'il pourrait l'être. Bien, il y a des raisons historiques, Marie-Christine. Si on se rappelle des années du FLQ, mais là, on parlait d'un groupe terroriste. Et après avoir enquêté sur le FLQ, la GRC de l'époque avait enquêté sur le Parti québécois, qui est un parti légal. On se rappelle qu'ils avaient volé les listes de membres. On se rappelle qu'il y a eu des actes criminels qui ont été commis par la GRC à l'époque. Bon, il y a eu des commissions d'enquête. Il y a une loi qui empêche de faire ça. C'est pas impossible que ça arrive. L'espionnage, c'est un monde un peu glauque. Mais est-ce que c'est de la paranoïa, selon toi? Puis est-ce que c'est bien de l'avoir dit publiquement? Je pense pas que c'est de la paranoïa, mais je pense que c'est un peu pour se rendre intéressant, hein? Et pour dire à quel point Ottawa peut être un vilain face au projet de souveraineté. Mais il y a raison qu'historiquement, c'est déjà arrivé. Alors, on peut pas dire que c'est complètement délirant de dire ça. Mais bon, jusqu'ici, là, je pense pas qu'il y a beaucoup d'espions qui ont lâché la Chine pour s'intéresser au PQ. Merci, Yves. À demain. Le Parti québécois demande à la ministre de l'Éducation de rendre public son rapport d'enquête sur la mission de l'Esprit Saint et ses classes clandestines. Hier, on vous apprenait que le dossier est maintenant entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Le député Pascal Bérubé a questionné la ministre Sonia Lebel à ce sujet aujourd'hui lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère de l'Éducation. Sonia Lebel qui affirme que le dossier est toujours en cours. Je peux vous garantir qu'on regarde tous les leviers à notre disposition. Et non seulement on regarde tous les leviers à notre disposition, on les teste, on va au bout des leviers. Et j'ai même l'intention qu'au bout du processus, on fasse des changements législatifs si, le cas échéant, si on doit aller plus loin dans les leviers du ministère de l'Éducation. Les danseuses de clubs pour adultes ou les masseuses érotiques vont faire la grève le 23 mai, la veille du prix de Formule 1 à Montréal, du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Elles veulent améliorer leurs conditions de travail alors que plusieurs organismes militent contre l'exploitation sexuelle devant les dérives croissantes à l'approche de la saison des festivals. Lila Mouche. On a eu l'idée de la grève pour vraiment avoir un rapport de force par rapport à nos employeurs parce que sinon, on est vraiment éjectable. Ils nous font sentir comme s'ils peuvent juste trouver d'autres filles. Les danseuses, masseuses et escortes au sein du Comité autonome du travail du sexe veulent obtenir un statut de salarié et les protections qui en découlent. Des agressions au travail, ce qui peut arriver, bien, dans le fond, nous, si on était reconnus comme des employés, ça pourrait être reconnu comme un accident de travail. La travailleuse pourrait être indemnisée. Puis l'employeur aussi serait tenu d'assurer des conditions de travail sécuritaires. On est considérés comme des travailleuses autonomes. Les travailleuses du sexe à Montréal demandent donc une amélioration de leurs conditions de travail, ce qui comprend la fin de l'exploitation financière qu'elles subissent, notamment avec le service de bar, qui consiste à faire payer les danseuses pour qu'elles puissent travailler. Sur chaque soirée, débourser un montant forfaitaire qui peut varier entre 15 et 100 $, dépendant des bars. En plus de ça, on a l'obligation de tiper le DJ et le manager ou le bouncer, des fois. Donc, c'est des frais qui s'élèvent qui s'accumulent à la fin du mois. Puis, dans des événements comme la Formule 1, il y avait un bar l'année passée que son service bar était à 110 $ par fille. Là, il fait rentrer 60 filles par soirée. Donc, on a calculé que juste avec cet argent-là, sur la fin de semaine, il a fait 33 000 $. C'est au niveau fédéral, on aimerait que le travail du sexe soit décriminalisé, puis justement passe de la sphère criminelle à la sphère du travail, parce qu'on pense que le droit du travail est plus opportun pour nous protéger. C'est pas une solution d'envoyer la police dans nos milieux de travail. Au contraire, souvent, il y a des travailleuses qui vont être criminalisées à travers ça. Il y a des travailleuses qui ont un statut d'immigration précaire, qui vont être déportées à cause de ça. Donc, pour nous, c'est vraiment par le droit du travail qu'on peut assurer notre sécurité. Il devient donc difficile de distinguer le
le travail du sexe consensuel, de l'exploitation sexuelle. Pourtant, dans tous les cas, il y a une hausse des violences à caractère sexuel pendant le week-end de la F1. C'est le premier grand festival, le premier grand événement qui rassemble beaucoup de gens au centre-ville. Et ce qu'on sait depuis des années, c'est que lorsqu'il y a ces grands événements et cet achalandage dans les milieux urbains, malheureusement, ça s'accompagne de tourisme sexuel. On parle de l'industrie la plus violente envers les femmes. Il y a des études qui ont été faites pour démontrer que c'est l'industrie où les femmes sont à risque de coups, blessures et de mort. Il n'y a aucune comparaison avec d'autres industries. On comprend celles qui veulent faire la grève. Le problème, ça reste les propriétaires de bars. Montréal est une ville libérée, ouverte sur la sexualité, la pornographie et les clubs libertins sont bien présents, mais les dérives, la violence et l'exploitation sexuelle le sont tout autant. Alors comment légiférer tout en permettant de faire ses propres choix? À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Une demande d'action collective a été autorisée par la Cour supérieure concernant les livraisons de retard pour les clients d'Amazon Prime au Québec. Partie des résidents du Québec qui possédaient un abonnement Amazon Prime entre le 22 janvier et le 31 mars 2025 et que vous n'avez pas reçu votre commande dans le délai promis par la compagnie, vous pourriez recevoir une indemnisation. Le montant n'a toujours pas été fixé. Amazon a 30 jours pour porter en appel la décision de la Cour supérieure qui a été rendue le 8 mai dernier. Si l'entreprise n'interjette pas en appel, toutes les personnes qui ont commandé pendant la période précisée par la Cour supérieure vont recevoir un dédommagement. La demande d'autorisation de l'action collective précise que le manquement d'Amazon résulte de sa décision de fermer ses 7 entrepôts au Québec le 22 janvier 2025, tout en continuant à facturer la totalité des frais d'adhésion à Prime. Ça fait à peine 24 heures qu'on sait qu'Amazon cessera ses activités au Québec. Déjà, on est en train d'enlever le logo sur l'une des bâtisses. Il y a un camion qui est passé, hein? Les frais pour l'abonnement Prime sont environ de 100 $ par année. L'action collective concerne tous les articles qui sont arrivés dépassant le délai des 2 jours promis. Les Canadiens de Montréal ont échappé le 4e match de la série. Les opposants au sabre de Buffalo. On en parle un peu plus tard avec les gars du 5 à 7. On est à une dizaine de jours du Grand Prix du Canada qui a lieu en mai, plutôt qu'en juin cette année. Jean-Philippe Paradis, qui est le président de Formula One, était devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aujourd'hui pour parler de l'impact économique et culturel de l'événement. Il a aussi été question de la vision et des défis qui se dessinent quant à l'avenir de cet événement emblématique pour Montréal. On doit amener Montréal où dans ce qui la distingue par rapport aux autres Grands Prix? Bien, premièrement, je vais commencer par dire pourquoi on doit être fier. Parce qu'on a des institutions économiques, démocratiques. On a aussi également des super... on est un pays très, très progressif. Bonsoir, Alex. Bon mercredi. Alors, on sait que l'été est à nos portes, un, quand le lac Saint-Jean est calé, et deux, quand on parle de la Saint-Jean. Exactement. Alors, je ne sais pas pour le lac, mais aujourd'hui, on a annoncé qui allait être là à la fête de la Saint-Jean. Donc, bien sûr, sur les plaines d'Abraham. Alors, cette année, c'est le comédien Pierre-Luc Funk qui sera le porte-parole de cette édition. Bien sûr, il sera là le soir de l'événement pour faire le discours officiel, un discours qu'il veut rassembleur et inclusif. Du côté des artistes sur scène, on ne sera pas en manque. Il y a beaucoup de monde qui sera là aussi. Louis-Adrienne Cassidy sera là. Il y a aussi Mia Tiner, Mélissa Bédard, Sarah May à la Claire Ensemble. Et cette année, on a décidé de ramener des artistes qui devaient être là l'été passé parce que je ne sais pas si tu te souviens, Marie-Christine, mais à peine une demi-heure avant le spectacle, il y a eu d'énormes orages. Donc, on a dû annuler le tout. Donc, Marie-Denise Pelletier sera là. Claude Dubois sera là aussi. Marie-Pierre Arthur et Gab Bouchard. Donc, un beau petit clin d'œil à eux autres qui s'étaient préparés l'an passé. Donc, ils pourront en faire le spectacle. Exactement. Il y a Mitsou maintenant qui relance un de ses succès pour l'été. Oh oui. Peut-être
peut-être que vous vous souvenez de ce succès de 1994, C'est chaud. Alors, Mitsou le ramène, mais avec une toute nouvelle version. Alors, on la voit en compagnie du chanteur d'origine congolaise, Ya Setibo, alors qui participe aussi à la chanson. Il y aura un peu de Afrobeat dans tout ça, alors ça sort immédiatement. Ça va jouer cet été, c'est clair. Ça sent le succès de l'été et peut-être que c'est une porte ouverte pour un nouvel album. On ne sait pas, peut-être que Mitsou a envie de se relancer en musique. Ça serait bien le fun. Là. Maintenant, parle-moi du gala d'ouverture des Gémeaux qui sera présenté en direct sur Crave. Oui, bonne nouvelle. C'est l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui a fait cette annonce-là aujourd'hui. Donc, le gala d'ouverture, donc celui qui est en après-midi, sera diffusé en direct sur notre plateforme Crave. Très bonne nouvelle. Alors, c'est toujours au Monument national que ça va se passer. Toujours Nicolas Ouellette qui sera à l'animation. Qui est excellent, soit oui, dit en passant. exactement. Ouais. Et cette année, c'est Pascal Renaud-Hébert qui signera les textes, Mathieu Bouillon qui fera la mise en scène. Tout ça a lieu le 11 septembre prochain. Et c'est une bonne nouvelle parce que tu sais que souvent, ce gala-là, en fait, il y a énormément de prix qui sont donnés, mais on les voit pas, ces gens-là, parce que c'était le gala de l'après-midi. Oui. Donc maintenant, on pourra vraiment féliciter de façon positive et agréable ces gens-là. Alors, voilà. Il faut que je pense à magasiner ma robe déjà. Pour, oui, parce que tu as tes nominations en Gémeaux. Bien, peut-être pas cette année. Là. J'ai déjà... Oui, je sais pas. Bien, tu pourrais peut-être te présenter un prix à Crave, par exemple. C'est une bonne idée. Faire ça ensemble. Oh oui, c'est lancé. À demain. Bye! Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, pour une deuxième série de suite, le CH se retrouve finalement à égalité 2-2 avec son adversaire. Mais avant de te montrer des images du match, on va écouter ceci. Moi, je pense que ça va être difficile ce soir. J'ai l'impression que Buffalo va être plus... je sais pas, c'est mon feeling, mais je peux me tromper. Nostra-Marie. Oui, non, mais on dirait que je le sentais là, que le Canadien allait l'échapper, mais ils vont se reprendre, je suis certaine. Alors, victoire de 3-2 des Sabres de Buffalo. Oui, ça a été serré, ce quatrième match présenté au Centre Bell hier. Le Canadien qui avait quand même pris le contrôle de tout ça en première période, malgré un match très difficile. Mais les Sabres sont revenus grâce, entre autres, ce but chanceux de Tage Thompson. Zach Benson, lui, a marqué le but de la victoire en troisième période en avantage numérique. En fait, honnêtement, là, le Canadien devrait mener la série 3-1, mais voici ce que Martin Saint-Louis avait à dire à ce sujet. On joue du bon hockey. C'est une bonne équipe de l'autre côté. Ça serait le fun d'être 3-1. Ça serait le fun que la série soit finie. Mais c'est une bonne équipe. Fait que c'est 2-2, puis let's go, on continue. C'est ça. Demain, on retourne, on remet nos bottes de travail. C'est ça. Et demain, évidemment, prépare-toi, Marie-Christine. Les gens vont vouloir savoir c'est quoi ton feeling pour le match. Je me prépare, mais je peux juste en parler demain. C'est le moment présent, évidemment. Oui, non, je sais. Oui, c'est ça. J'analyse ça. Il y a la victoire qui a été la finale pour la première fois de son histoire. Oui, une très belle victoire hier. C'est Marie-Philippe Poulin, la dame des grandes occasions, la capitaine de la victoire de Montréal, qui a procuré la victoire face au Frost du Minnesota. C'était une série 3-5. Ce que ça signifie, c'est que la victoire maintenant, donc, en finale, va affronter la charge d'Ottawa. Et on n'attend pas beaucoup parce que c'est dès demain que débute cette série 3-5. Ça va commencer à la Place Bell. Hier, la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens, a été impériale. Voici ce qu'elle avait à dire. Notre profondeur, justement, qui nous a amené où est-ce qu'on est rendu cette année. Donc, ça va être de compter sur notre profondeur aussi au courant de la prochaine ronde et puis de nous faire confiance. On est une équipe, justement, qui a été solide toute la saison. On est une équipe qui a su, justement, limiter les chances de marquer, compter beaucoup de buts. Donc, on a l'intention, justement, de rendre la vie difficile à l'autre équipe. Go, victoire, go! Maintenant, le CF Montréal qui va tenter de poursuivre sa séquence de succès au Stade Saputo. Oui, l'équipe qui va tenter d'en remporter une quatrième victoire de suite à domicile. L'an dernier, durant toute la saison, le CF n'avait remporté que 2 matchs à domicile. Alors, on est déjà à 4 cette saison. Depuis que Philippe Lafroy a pris les rênes de l'équipe, 3 victoires en 4 matchs pour le CF Montréal et une victoire, ça positionnerait favorablement le CF dans le portrait des séries. La saison est longue, mais quand même, après un début de saison difficile, ce n'est que positif pour le moment pour le CF. Merci beaucoup, les gars. À demain. Bye. Je prépare ma prédiction. À demain. On a déjà hâte.
Après Paris et Séoul, il sera bientôt possible d'admirer à Montréal la fameuse robe que portait Céline Dion lors des Jeux olympiques de Paris. La robe qui est conçue par Dior, qui sera exposée au Musée McCord dès vendredi. Cette robe a demandé plus de 1000 heures de travail au total. La reprise de l'hymne à l'amour Édith Piaf par la chanteuse québécoise avait marqué les esprits. Bien sûr, tout le monde s'en rappelle lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Magnifique, c'est fait à la main. C'est ça que tu vas porter au Gémeaux? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je pense qu'on peut facilement se le payer, Michel. J'ai hâte de voir ton kit aussi. Il faut voir que ça matche. Oui, c'est ça. Beaucoup de perles. Ouais. Alors, Michel, de quoi parlons par les débatteurs ce soir? On va parler de Jeux olympiques, parce que la semaine dernière, on a dévoilé, en fait, toutes les festivités entourant les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. Également, le lendemain, c'est le CEO qui confirmait que Montréal allait accueillir certaines compétitions de qualification en lien avec les Jeux olympiques de LA en 2028. Alors, on se demande, est-ce que Montréal ne devrait pas un jour peut-être se relancer dans la quête des Jeux olympiques? Pour ou contre que Montréal pose sa candidature pour l'obtention de Jeux olympiques? C'est la question du débat de ce soir. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Michel. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. Nous, on se retrouve demain, 17h.